On peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère, Cause Mon Autre, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi, c'est Audrey, enchanté. La thématique d'aujourd'hui, ce sont les mariages forcés. L'hôte du jour, c'est Afshan Riaz. Salut Afshan, comment tu vas? Ça va et toi, Audrey? Ça va, ravi de te recevoir ici. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, comme je dis, on ne me présente plus. Alors, tu as dit Afshan Riaz, mais c'est vrai qu'on me connaît plus sous le nom de Afshirani. Ok. C'est le pseudo par lequel on m'appelle sur les réseaux, en l'occurrence. Donc, moi, je suis franco-pakistanaise, 33 ans, j'habite à Lyon. Je suis professeure d'école, je suis professeure de danse, Bollywood, et je mène un combat contre les mariages forcés. J'ai pris la parole sur les réseaux sociaux il y a quelques années de ça, où voilà, je dénonce les mariages forcés des enfants, et notamment en France, parce que ça existe encore. Ok. Bah, qu'on ne présente plus. Voilà. C'est le ça. livre Mon marié de force. Ouais. On va revenir sur ton parcours. Donc, tu es né au Pakistan. Ouais, Tu arrives à l'âge de 8 mois en France. c'est ça. 5 frères et sœurs. C'est ça. Donc, 2 parents. Ouais. Comment ça s'est passé dans ton enfance? Un peu compliqué, une enfance pas très... tu sais, on dit que l'enfance, c'est souvent une enfance insouciante, une enfance de paix, où tu grandis dans un confort ou une sécurité. Bah, j'ai rien connu de tout ça. Nous, on a eu beaucoup de soucis avec des parents, notamment très... dans leur couple déséquilibré, une maman très soumise et un papa très macho. Et du coup, forcément, j'ai grandi avec un exemple de couple pas très équilibré, quoi. Donc, dès le départ, j'avais une mauvaise image de l'amour et de ce que ça pouvait représenter dans la vie de quelqu'un, quoi. Voilà. Et avec un grand frère qui parlait pas la langue française non plus et à qui on a arraché le Pakistan, parce que quand lui est venu ici, c'était un jeune garçon. Donc lui, il a vécu le choc culturel. Donc voilà, pas très facile, l'enfance. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre-là? Ce livre-là, ça a été vraiment à la demande de ma communauté, qui commençait à me suivre de plus en plus et qui était très impliquée dans mon combat et dans ce que je dénonçais. Et qui m'ont demandé de poser des mots, M-O-T-S, sur mes mots à moi, M-A-U-X, pour pouvoir laisser une trace de ces douleurs-là, et pour que comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et la communauté m'a demandé, en me disant tu aideras aussi beaucoup de gens à travers l'histoire, et c'est vrai que c'est une prise de parole qui est assez rare. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris la parole sur ça, mais notamment en France, on n'en a pas beaucoup par contre, mais en Europe, on en a déjà eu. Mais en France, c'était, je pense, un des premiers livres qui, en tant que franco X quelque chose, donc pakistanaise ou autre origine, on est très peu à avoir pris la parole sur ça. Donc ils m'ont demandé vraiment de laisser une trace. Et du coup, ils m'ont motivée, ils m'ont mis en confiance. Et puis quelque part, ça a été aussi une thérapie pour moi. Et donc, tu dis que c'est ta communauté qui t'a poussé. Parce que dans tes réseaux sociaux, tu évoquais justement ce que tu traversais. Oui. En fait, les réseaux sociaux, à la base, je n'étais pas arrivée pour ça, moi. J'étais arrivée pour faire un petit kiff, parce que c'était la période du Covid. On sortait du confinement et j'ai tombé un peu j'étais en arrêt maladie à ce moment-là, et je suis quelqu'un de hyper active. Et je ne supporte pas rien faire. Et du coup, voilà, je ne connais pas l'ennui. Je suis quelqu'un qui est toujours en train de chercher plein de nouvelles idées à m'occuper. Et ma meilleure amie me dit, lance-toi sur TikTok, fais des vidéos de danse. Et je me suis dit, vas-y, ok. J'ai commencé à traduire des chansons parce que je suis bilingue en ourdou. Et du coup, j'ai commencé à traduire des chansons Bollywood. Et de là, en fait, les vidéos ont commencé à cartonner. Et donc forcément, tu commences à te créer une communauté, des gens commencent à s'intéresser à toi. Et j'étais la première pakistanaise femme à me mettre sur les réseaux, et en plus à danser, tout ça. Donc j'ai cassé des codes, en fait. Et parce que la communauté pakistanaise, et surtout les femmes, on est connus pour être très discrètes dans notre coin. Entre guillemets, on s'affiche pas, comme on dit. Et du coup, moi, je suis venue un peu casser les codes dans tout ça, et ça a
beaucoup choquée. Choquée pour certains dans le positif, d'autres dans le négatif. Mais et en fait, c'est de là où la communauté, je te disais, elle a commencé à s'intéresser à moi, à me dire, au fait, tu sais que dans ton pays, au Pakistan, il y a des mariages forcés. Je lui dis, bah oui, moi aussi j'ai connu ça. En fait, j'ai balancé ça comme ça, mais d'un nature peinture. Je me dis, mais comment ça, t'as connu ça? Et tant que je leur en parlais pas, j'étais pas vraiment consciente de la dinguerie, en fait. Et c'est grâce au fait d'en parler que ça m'a fait réaliser que, waouh, ce que j'ai vécu, c'est ouf, quoi. Avant ça, j'étais un peu dans un déni en me disant, bah, dans notre culture, ça se fait, c'est comme ça. Tu vois, j'étais plus triste des conséquences du fait que, ben, avec mon père, ça s'est brisé un petit peu après, mes frères et sœurs, tout ça, que le mariage en lui-même, quoi. Alors qu'à la base, c'est ça la grosse dinguerie, tu vois. Et je vais revenir dans ton enfance. Bon, quand tu nais, apparemment, tu ne faisais que pleurer. Et on dit dans le livre que, en gros, bah, les autres enfants se tairont. Ouais. Donc, en gros, il s'est avéré que toi, parmi ce que tu dis, hein, dans ta famille, t'es le mouton noir, t'es celle qui parle, celle qui s'affirme, et le reste, c'est plutôt des gens discrets et effacés. C'est exactement ça. C'est moi qui pleurais un jour et ma mère, je pleurais tellement, tellement. J'ai vraiment pleuré pendant des mois. Voilà, on m'appelait le bébé pleureur et mon père en a eu marre. Et un jour, il a dit à ma mère, c'est quoi ce bébé pleureur que t'as fait naître? Et ma mère a répondu, c'est que, bah écoute, les prochains seront muets. Et il s'est avéré dans l'image, hein, parce que mes frères et sœurs parlent, ça va, ils arrivent enfin, ils parlent, mais dans l'image, ils sont très, ouais, ils se sont tus sur beaucoup, beaucoup de choses, et c'est moi qui suis arrivée avec mon caractère et mon envie de vaincre l'injustice, et je pense que j'ai suivi ça jusqu'à maintenant, quoi. Mais est-ce que ce caractère-là que tu as, il s'est affirmé à partir de quel âge? T'étais discrète à la base, non? T'étais un peu comme tous, mais finalement, toi, t'as décidé de prendre les devants. Non, j'ai jamais été comme tous. Moi, on m'a toujours appelé l'avocat des pauvres. Ok. J'ai toujours, à l'école, à la maison, non, j'ai toujours pris la défense de ma mère. À l'école, dès qu'il y avait une injustice, c'est moi qui tout de suite allais voir la personne qui subissait une injustice, ou c'est moi qui séchais les larmes des copines qui souffraient ou qui étaient tristes. J'étais toujours l'amie de celui qui va pas, Mais quoi. ça, justement, ça devient d'où, tu sais? Ce caractère-là? Non, d'une autre vie. Parce que si ton père est comme ça ou ta mère est comme ça, plutôt ton père, parce que tu dis que ta mère est effacée, mais ton père est comme ça? Quelqu'un qui fonce? Oui. Mon père, c'est quelqu'un qui fonce, mais même ma mère, hein. C'est pas parce que ma mère est soumise qu'elle n'est pas, elle n'est pas fonceuse. Ma mère est une fonceuse, elle bosse, mais c'est juste que par rapport à la relation du mari, elle est soumise. Mais dans son caractère, oui, elle est. Ah bah alors oui, t'as raison. C'est vrai que je pense que je tiens énormément de quelque part de mes parents, mais non, mes deux parents sont quand même très fonceurs quand même, très fonceurs. Mais ma mère plus effacée, par peur des représailles, que vont dire les gens. Ça, c'est un gros problème chez nous, ça. Les gens. C'est pas que chez vous, je crois. Ouais. C'est dans beaucoup de communautés. Ouais. Le qu'en dira-t-on? Ouais. Malheureusement, Ouais. c'est Ça a brisé des vies, ça. C'est ça. Et bon, en tout cas, tu as écrit le livre parce que t'as été marié de force. Tu as fait beaucoup d'émissions, d'interviews, tu l'expliques. Ouais, on va ouais. revenir sur quelques petits points. On va pas réitérer tout ce qui a été dit. Mais en tout cas, moi, quand j'ai lu ton livre, j'ai vu que effectivement, t'étais pas préparé à ça. Et il s'avère que à un moment donné, tu pars pour les vacances et finalement, bon, je sais pas si c'est le bon terme que je vais employer, mais entre guillemets, c'est limite un guet-apens qui t'attend. Ouais. On travaille au cerveau, on te travaille. Et en fait, toi, tu es là, tu dis au début, non, moi, je vais peut-être rencontrer des gens, etc. Et il s'avère que bah, tu étais vulnérable à ce moment-là. Et surtout, ton père a eu les mots qu'il fallait, tu vois, et qui disait, ouais, tu es ma bonne fille, etc. Et toi, ça te faisait du bien, justement, tu l'expliques dans ton livre. Et finalement, tu cèdes. Tu cèdes pour rencontrer des gens, après tu cèdes pour les fiançailles. Et en fait, ils se disent, bon, on va essayer de pousser le truc jusqu'à ce que finalement tu cèdes et que tu décides de te marier. C'est ça. J'accepte de me marier. T'acceptes de te marier. J'accepte. Exactement.
les mots ont leur importance. Ah oui, oui, oui. Et donc, Jamais décidé. t'acceptes. Tes frères et sœurs sont surpris de ta décision parce qu'ils se disent, bah, qu'est-ce qui se passe? Et donc, tu deviens une femme mariée à ton retour en France. Ouais, c'est ça, en 2 mois. En 2 mois, c'est marrant, tu vois, pour le petit côté un peu transparent et naturel, j'ai mangé avec une de mes meilleures amies hier et elle a vécu cette période avec moi. Et on en a parlé hier et elle me disait, meuf, je savais plus où me mettre quand t'es revenue de ce voyage. J'avais envie de tout casser, quoi, mais en même temps, t'étais dans ton truc et on sentait que c'était pas toi, je te reconnaissais plus, t'étais en train de jouer un autre rôle. On sentait que t'avais envie de rendre fier ton père, que tout ce qui t'intéressait, c'était que ton père, Elle m'a dit, elle m'a dit, je sais pas si tu te souviens, mais tu ne parlais pas de ton mari, tu parlais que de ton père. Et il y avait que ton père, mais... Et elle me dit, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que vraiment, tu ne t'es jamais mariée pour toi. Tu t'es mariée pour les beaux yeux et le beau sourire de ton papa et pour que lui soit fier de toi, tu vois. Mais il le dit à un moment donné, ton père, hein, dans une... Après, je pense que c'était peut-être une façon de t'amadouer, mais il le dit à un moment, ouais, elle s'est mariée pour nous. C'est ça. C'est ça pour qu'il le l'honneur. dit. Exactement, elle dit, elle s'est mariée pour nous, etc. Juste avant le Covid. Et en fait, tu t'es dit, ah ouais, en fait, Oui. il a compris, mais finalement, c'était Et en une petite fait, non. manipulation. Ouais, c'est ça. Ah, je suis vite redescendue. Là, c'est ça. Mais c'est peut-être parce qu'il savait, il connaissait vos faiblesses, finalement. Oui. En fait, tu sais, j'ai un papa, avec tout le respect que j'ai pour lui, très, très dans la manipulation. En tout cas, il a la manipulation facile. Et pendant longtemps, il a joué sur nos faiblesses, parce que tout manipulateur joue sur la faiblesse de la proie, ou quand il a un intérêt, il sait où taper, quoi. Il sait où appuyer, en tout cas. Et mon père a beaucoup essayé. Et à chaque fois, ça fonctionnait. Sauf qu'à un moment donné, ça a plus fonctionné, forcément. Et c'est là où, par contre, ça s'est vraiment brisé avec mon père, quand il a vu que sur moi, ça ne fonctionnait plus. Parce qu'il Que le dit. l'emprise était partie, en fait. Il le dit, tu t'es même marié pour nous tous. Oui, il le dit. Il l'a reconnu. Il l'a reconnu, mais comme je t'ai dit, c'était de la manipulation. Parce que quelques temps après, il m'a dit, bon, allez, on remet ça sur le tapis. Je te représente quelqu'un. Non, pas du tout. Bah, en fait, c'est je te caresse parce Voilà. que voilà, je sais que voilà, t'as besoin de ça. C'est Donc ça. en fait, il sait que tu manques d'amour C'est paternel et il se dit, je vais lui donner ce qu'elle veut pour qu'elle baisse la garde. C'est exactement et ça. ensuite, je lui glisse ce que je veux. C'est exactement ça. C'est vraiment la technique de manipulation et du chantage affectif. Et en plus, C'est prendre par les sentiments. Vous en avez quelque part tous souffert au final. Ah oui, à tous. Vous avez déjà eu ces discussions entre vous par rapport à la relation que vous avez avec votre père, juste comme ça entre frères et sœurs? Non, mais je pense que ça ne serait tardé, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, les frères et sœurs vont mûrir, vont grandir. Je pense que toute l'époque du livre, mes frères et sœurs étaient petits. Donc, tu vois, il fallait aussi qu'ils se construisent eux. Et forcément, ils n'ont pas eu le poids que peut-être mon grand frère et moi avons eu. Donc, et heureusement, j'aurais vraiment mal vécu si eux aussi avaient supporté autant de poids que moi. Et tu vois, je suis contente parce qu'aujourd'hui, voilà, eux, ils se focus sur leur vie à eux et ils n'ont pas un poids énorme à enlever. C'est surtout leur vie à eux qu'ils doivent gérer. Je pense que ça ne serait tardé qu'un jour on posera les cartes sur table et qu'on se dira ok, qu'est-ce qui nous est arrivé, quoi. Pour l'instant, on n'est pas. Je pense pas qu'ils soient. Ils vont pas tarder, mais je pense qu'ils n'étaient pas assez matures. Et les jeunes d'une famille sont souvent les dommages collatéraux des embrouilles des grands ou des parents, quoi. Exact. C'est les dommages collatéraux et ils demandent rien. Moi, en tout cas, je pense que. Je pense qu'ils le savent, tu vois. Mais après, l'avouer, c'est pas... Tu sais, toi, tu as réussi à faire ce pas de dire, OK, j'ai été manipulé, je m'affirme, etc. Et en fait, t'es vu peut-être comme un exemple, mais en même temps, c'est chaud. En fait, il fallait un fusible. Il fallait un cobaye, entre guillemets. C'est ça. Qui est un crash test. C'est ça. Pour voir un peu comment ça se passe par rapport à cette personne. Et si ça s'était peut-être bien passé, là, ils auraient peut-être franchi le pas, tu vois. Mais comme pour toi, ça s'est pas bien passé, on se dit, non, en fait, on fait pas le truc. Ouais. Mais il s'avère que toi, en fait, en gros, quand on prend deux de tes sœurs, la grande Naïla, elle se marie au Pakistan avec quelqu'un d'une autre tribu. Donc, elle s'affranchit complètement, alors que c'était la fille chérie, etc.
toi, tu te maries, parce que normalement, toi, tu te maries pour ton père, et il s'avère que tu divorces. Donc toi aussi, tu t'affranchis quelque part. C'est ça. Et je crois que ta dernière sœur Nida, elle se marie avec quelqu'un qui n'est même pas pakistanais d'une autre origine. Ouais. Et elle, carrément, que ce soit tes frères ou ton père, ils sont pas là au mariage. Non. Donc, quelque part, elle aussi, elle s'affranchit. Oui, totalement. Et peut-être que c'est vous, les femmes, qui avez plus de courage. Mais alors ça, si t'as un doute, n'aie plus de doute. J'ai envie de te dire, n'aie plus de doute sur ça, parce que je le dis haut et fier et avec beaucoup d'humilité, mais grande confiance aussi. Les femmes ont un courage qui est mais inégalable. On a un grand courage, on a beaucoup de force en nous. Et je pense que on pourrait rentrer dans ce thème-là si ça intéresse, mais ma vision des choses, c'est que on a voulu faire éteindre la voix des femmes depuis des années parce qu'ils savent de quoi on est capable. Et que je pense que c'est aussi un sûrement. Et il faut aller voir des psys, les mecs, hein, mais je pense qu'il y a un complexe qui s'est développé chez les hommes vis-à-vis des femmes, parce que les femmes ont montré qu'on a une énergie de malade et qu'on est très puissante. On est très puissante. À partir du moment où, de toute façon, on porte la vie et que la vie passe par nous, je pense que là, il n'y a plus de débat. On a une grande confiance en nous et on a beaucoup de courage. Mais ça, je pense qu'il faudrait une autre ITV sur ça. je pourrais te parler de ça pendant des heures, tellement je suis passionnée par le sujet, quoi. Écoute, peut-être, hein. En tout cas, t'es la bienvenue par rapport à ça. C'est gentil. Mais tu vois, là, mais les femmes, il faut avoir conscience de ça. Il faut que les hommes aient conscience de ça, Audrey. C'est important, j'en profite pour en parler. Il faut que les hommes aient conscience du pouvoir qu'a la femme, et que si l'homme arrive à juste accepter que la femme a un pouvoir qui dépasse l'entendement, et ben en fait il y aura plus de problème entre femmes et hommes. Genre vraiment, il y en aura plus, parce que il y a juste l'homme qui doit capter que OK, elle a une puissance que j'ai pas, elle porte la vie. Stop, ça s'arrête là. C'est tout. Après, je te parle pas des petits conflits, tout ça c'est autre chose, ça c'est l'humain. Mais il y a un niveau à remettre en place là. Tu vois ou pas? mais tu sais, justement, au niveau de là, on parle de la femme. Là, vous êtes affirmé, etc. Mais il y a aussi cette problématique qu'il y a dans certains pays. Après, je ne vais pas faire de clichés, mais des pays comme le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, il y a ces problématiques-là de crimes d'honneur. Dans le sens où lorsque tu déshonores ta famille, tu peux perdre la vie par rapport à ça. Tu vois. Oui. Tu la crains, ça? Moi, je les crains une toute petite période, parce que forcément, ça fait partie de nos cultures, de la culture indo-pakistanaise. Depuis la nuit des temps, il y a des crimes d'honneur chez nous. Mais l'idée m'a traversé l'esprit, puis elle est vite partie, parce que je ne suis pas issue d'une famille meurtrière. Enfin, c'est pas, dans ma famille, il n'y a pas ça. Je pense que c'est une question de lignée familiale, quoi. Et dans ma famille, il n'y a pas eu vraiment de réputation de meurtre ou quoi. Il y a eu d'autres problèmes, mais pas celui-là. Donc, ça m'a traversé l'esprit, parce que la culture fait que tu te dis, tu fais partie de cette culture, donc tu vas peut-être y passer. Mais moi, ça a fait ting-ting, parce que mon père, mon grand-père, mes arrière-grands-pères, ils n'ont pas cette réputation de meurtrier. Mais ta tante, elle a subi ça. J'allais en parler, c'est pour ça que j'ai bloqué, parce que c'est un sujet très très délicat pour moi. Ma tante, qui justement a été tuée et qui a vécu, c'est un sorte de crime d'honneur, hein, parce que l'honneur de son mari a été bafoué à ce moment-là, et lui, il l'a vécu comme un déshonneur. Et du coup, lui est issu, tu vois, dans sa lignée à lui, il y a eu des meurtres. Donc, du coup, c'est un peu dans le sang, j'ai envie de te dire. Tu vois, ça se transmet. Après, t'en as toujours un qui sort du lot et il vient casser la lignée familiale, et soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Tu vois. Mais en tout cas, ma tante, elle, était mariée à un homme qui avait une famille qui avait cette réputation d'homme qui avait le couteau facile, quoi. Mais quand justement tu sais que une certaine famille a cette réputation-là, les gens ne se disent pas, faut peut-être éviter de marier notre enfant à... Non ? C'est tellement compliqué, tu sais, parce que aujourd'hui, ça va mieux. Je vais pas te mentir.
parce que les études sont de plus en plus accessibles, les femmes prennent un peu plus la parole, prennent un peu plus confiance en elles. L'évolution du monde aussi fait que les femmes prennent plus de place aussi dans la vie et dans tout plein de contextes différents, que ce soit politique, enfin bref, voilà, et médecine, il y a tout plein de choses où les femmes vraiment commencent à prendre leur place. En fait, si tu veux, à l'époque, ce qui se passait, c'est que c'était compliqué à l'époque, en fait, de ce que moi j'en retiens, moi j'ai pas vécu cette vie-là, mais de par ma mère, de mes grands-mères, de mes tantes, ce qu'elles nous ont transmis, c'est que il fallait absolument marier la fille. Parce que la fille était un poids à la maison. Tu comprends, on n'envoyait pas la fille à l'école, on n'envoyait pas la fille au travail, la fille servait à rien. Quand tu dis poids, c'est un poids économique? Ouais, c'est Ok. ça, mais totalement. La femme a toujours été, entre guillemets, dans cette culture-là, un poids économique parce que une fille, ça coûte cher, faut la nourrir, mais elle rapporte pas d'argent, elle va pas à l'école, donc elle s'instruit pas et c'est une bouche à nourrir en plus. Et du coup, forcément, comme elle est pas indépendante parce qu'on lui bloque son indépendance, donc elle peut pas s'émanciper, mais de l'autre côté, elle est un poids aussi. Donc des deux côtés, en fait, elle est bloquée, la femme. Et du coup, à l'époque, c'était compliqué de trouver des bonnes familles, enfin même des familles tout court, parce que fallait vite marier la femme, et dès qu'ils recevaient 2-3 demandes de mariage, hop, ils sélectionnaient, ils voyaient la famille qui entre guillemets, était le plus proche, ou des trucs comme ça, et bim, ils la mariaient, quoi. Et en fait, ils faisaient pas attention aux conséquences. Il y a la réputation, ça tu peux en être sûr, parce qu'on se marie aussi avec la réputation de la famille. Mais tu sais, quelque part, il y a un autre truc aussi c'est marrant ce que je vais te dire. C'est très trash, mais c'est dans nos cultures, ça commence à changer, mais à l'époque, c'était pas une mauvaise réputation d'être un meurtrier. C'était vu comme quelque chose de... T'es un bonhomme. Tu vois ou pas? T'es un bonhomme. Ah, il a défendu son honneur, c'est un bonhomme. Tu vois la mentalité? Voilà, c'est choquant, hein, je vois ton regard, mais c'est comme Non, ça. en fait, c'est choquant, mais en même temps, c'est stupide, tu vois, parce qu'il y a mort de personnes, finalement, pour une question d'honneur. Après, moi, en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on a tous quelque part un honneur. Enfin, on a tous, ça dépend qui. Mais beaucoup, on a un honneur. Mais de là à mettre ton honneur, entre guillemets, au-dessus de tout et te dire, je vais tuer pour ça une femme, faut y aller quand même. On n'a pas la même vision. Déjà, on n'a pas la même notion de la mort. Faut savoir que la culture indo-pakistanaise, c'est issu de l'hindouisme. De base, hein, le noyau vient donc de l'Inde. Et l'Inde c'était le pays des hindous. Et l'hindouisme est une spiritualité, une philosophie de vie qui qui croit à la renaissance, à cette vie. Eux, ils ont plusieurs vies. Et en fait, un Européen athée ou même d'une autre confession n'ont pas du tout la même notion de la mort. Là-bas, la mort, ils en ont rien à faire. C'est pas la même chose. Ils vont pleurer la mort de quelqu'un, ce qui est normal parce qu'on est triste de perdre la personne, mais pour eux, il y a une renaissance quelque part. Tu vas revivre en animal, tu vas ressusciter dans tous les cas. Donc, si tu veux, il y a un peu cette chose qui se transmet dans nous maintenant en tant que Pakistanais. On est musulmans, donc cette notion à la mort a un peu changé quand même, mais tu vois, on garde ça quand même dans nos tripes où en fait la mort pour nous c'est pas c'est comme ça, quoi, c'est la vie. Et puis de toute façon c'était une femme, elle a fait un sale truc, c'est la mort qu'elle mérite, elle mérite pas la vie. En fait, on n'a pas la même notion, tu vois, on n'a pas la même approche. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais tu vois, des fois c'est, tu vois, par exemple, si tu prends des cas qui ont existé, c'est quelqu'un qui se marie avec quelqu'un d'une autre tribu ou d'un autre pays, d'une autre origine. Carrément, tu es capable de tuer ta fille ou ta sœur ou ta nièce ou autre par rapport à ça. Je trouve que ça va un peu loin quand même. Mais parfois, il n'y a même pas besoin de mariage, hein. Parfois, il y a juste besoin de voir ta sœur en train de marcher dans la rue avec son collègue de travail, hein. Ça suffit pour des hommes, hein. C'est qu'est-ce que tu fais avec un homme. Des fois, moi je suis d'accord avec toi, mais dis-toi que c'est même plus... T'as même pas besoin d'aller jusqu'au mariage des fois. C'est juste... Là, on a l'histoire d'une jeune Pakistanaise italienne, pakistanaise, et qui est décédée d'ailleurs, et qui a été tuée par les parents, parce que elle fréquentait un gars, un Italien...
voilà, avec toute son intimité qui lui revient. Et elle a été tuée pour ça. En Belgique, on a aussi dont le film Noces, que je recommande à tout le monde, qui est une vraie histoire. Une fille pakistanaise, belge pakistanaise, qui a été tuée par son frère, juste parce qu'elle elle parlait avec des garçons. Des fois, il n'y a même pas besoin des fois d'aller jusqu'au mariage ou sexe ou quoi que ce soit. Hein. Juste tu parles à un homme, c'est déjà trop pour nous. Et toi, justement, là, tu milites contre les mariages forcés en expliquant ton exemple. Dans ton livre, à un moment donné, tu dis que t'accueilles une fille, justement, qui avait subi ce problème-là, cette problématique. Et donc, ça, maintenant, c'est devenu ton combat. Et ouais, c'est devenu ton combat, en fait. En fait, le combat, tu vois, il porte un nom, évidemment, parce qu'il y a, entre guillemets, c'est une porte d'entrée. C'est le mariage forcé. Mais si tu regardes vraiment, le vrai titre, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir ce qu'on veut pour notre vie. Et moi, le sujet, c'est le mariage. Parce que c'est moi qui ai vécu ça. Mais j'aborde tellement de choses. La liberté de choisir les études qu'on veut faire et de ne pas suivre forcément la vie de nos parents. La liberté d'aller habiter dans le pays que nous voulons. Et pas forcément suivre ce que nos parents veulent. Je suis dans cette notion de parents ou famille. Hein. Parce des fois, c'est vraiment la famille entière qui se met contre toi, contre tes choix-là. En fait, voilà, encore une fois, le mariage n'est qu'une porte d'entrée, mais le vrai symbole et la vraie cause que je porte, c'est la liberté. La liberté de culte, la liberté de pratiquer, la liberté de croire, la liberté de non croire aussi, la liberté de pas vouloir, je sais pas, même dans ta culture. Moi, il y a des choses dans ma culture, j'aime pas. Et bien, la liberté de dire que je ne veux pas, dans la culture pakistanaise, suivre ça. Ben, j'ai le droit. C'est vraiment... et c'est ce qui fera ma personne. C'est ce qui fera mon authenticité et la personne différente que je serai des autres, tu vois. C'est ce que je veux et ce que je veux pas. Donc c'est vraiment ça, moi. C'est la liberté de choisir. Mais il y en a qui doivent pas aimer ton discours. Hein. Tu sais pourquoi ils aiment pas mon discours ? Dis-moi. Parce qu'au fond, ils voudraient. Mais ils n'ont pas la force. Et ils pensent qu'ils ne peuvent pas. Mais ils ont la force en eux. Mais c'est juste qu'il leur manque du courage. Non, mais après se mettre à... Tu sais, faire ce que tu as fait, ça nécessite beaucoup de courage, un caractère, une personnalité, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui te regardent en disant « Ouais, franchement, j'aimerais bien, mais se mettre à dos toute sa famille comme toi, tu as pu le faire, le supporter avec perte et fracas, parce que ça doit pas être facile. » Il y a des gens, ils se disent « Ah, moi, je peux pas, tu vois. » C'est ça aussi. En fait, les gens voient tout de suite les conséquences. Donc, ils se disent, moi, je ne veux pas provoquer ces causes-là. Je préfère subir, même si au fond, je souffre. Mais je ne veux pas, en fait, être une autre Afshan, tu vois. Bah, le prix à payer est trop cher. Ouais. Le prix à payer est trop cher. Et j'en suis concernée. Donc, ouais. Le prix à payer est trop cher. Mais c'est pour ça que je te dis que ceux qui n'aiment pas mon discours, c'est forcément des gens qui, quelque part, ont dû renoncer à une liberté chez eux, en eux. Et qu'elle s'est installée en eux et elle leur fait souffrir. Mais ça y est, elle est tellement ancrée dans leur veine, ou j'en sais rien comment on pourrait dire ça, que ils en ont même plus conscience que à la base, ils souffrent. Non, eux, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là Exactement. Tu vois, mais au fond, qui veut pas être libre ? Qui ? Mais qui veut pas être libre ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Depuis la nuit des temps, l'humain est fait pour être libre. Mais de par les conditions de société, de culture, de religion, l'humain a été conditionné par tellement de choses, bridé, fermé. et du coup, il y en a qui se sont soumis à ça. Et moi, je refuse. Je refuse la soumission. Et là, justement, 2025... Quand tu prends du recul par rapport à cette histoire de mariage forcé, par rapport à toi, qu'est-ce que tu te dis ? Quand tu regardes le processus, comment ça s'est passé ? Tu sais, ton voyage, le fait de t'être marié, qu'on ait décidé que tu te maries, pas avoir accepté, mais qu'on ait décidé. Comment tu l'analyses ça ? Quand tu prends du recul, tu analyses la séquence. Qu'est-ce que tu te dis ? Oh, tellement de choses.
Ça fait partie d'un des chapitres de ma vie où c'est 50-50, où je pourrais te dire, si c'était à refaire, je ne referais pas. Mais, toujours le petit mais, parce qu'il faut rester lucide et reconnaissant envers la vie. Si j'avais pas vécu ça, je serais peut-être pas le caractère, enfin, je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui aussi. Je suis née pour aider les autres. Voilà, moi, c'est mon combat dans ma vie. C'est mon essence même de la vie, c'est aider les autres. C'est comme ça. Je me lève le matin pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir faire un sourire à quelqu'un? Est-ce que je vais alléger la souffrance de quelqu'un? Est-ce que je vais... C'est pour ça que je vis, moi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être dans la danse. Et du coup, je me dis, si c'était à refaire, si je devais penser qu'à moi, je le referais pas. Parce que ça a été trop douloureux. Trop, trop douloureux. Ça a été... Je reviens des enfers. Et... Mais si je pense aux autres, oui, je le referai 10 fois, 100 fois, 1000 fois, parce que s'il a fallu que je me sacrifie, s'il a fallu que la vie ait choisi la petite Afshirani qu'on sacrifie pour aller aider 1000 voix derrière, ouais, je le refais. Mais pour revenir vraiment à ta question, c'est très, très décevant parce que les masques tombent, en fait. Les masques de ta famille. Et je parle même pas que des frères et sœurs, parce que eux, je t'ai dit, c'est des dommages collatéraux. C'est surtout les tantes. Les gens qui auraient pu t'aider. Les gens qui, de base, sont censés te protéger. En tant que femme, en tant que tante, parce que les tantes sont comme des deuxièmes mamans, surtout dans notre culture. Eh bien, de pas avoir eu leur... pas le soutien, c'est pas le mot, parce que j'ai pas demandé de soutien à ce moment-là. Quelqu'un qui me protège. En mode, non, ce qu'on est en train de lui faire là, elle a dit non, c'est non. On n'a pas à aller creuser. Un enfant qui te dit non, c'est non. Tu discutes avec 2-3 fois, tu vois que c'est non, c'est non. Moi, j'ai dit je ne sais combien de fois non, avant tu vois, le marteau-piqueur, c'est ta 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 ta, et c'était non, 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 et plus je disais non, plus il tapait. Et en fait, à un moment donné, tu restes un être humain faible, fragile, sensible. Si tu craques, ça y est, t'as plus tes membres. À un moment donné, tu n'arrives plus. Donc, tu lâches prise et tu te dis, ok, faites ce que vous voulez, en fait. Vous voulez que je vous dise quoi? Donc, ouais, déçu. Très déçu des masques qui sont tombés, et en même temps reconnaissante envers la vie, parce que, c'est pas à 25 ans que la vie est terminée. J'ai tellement d'années encore à vivre, et je me dis que la vie m'a montré à qui faire confiance, à qui plus faire confiance. Tu t'es senti trahi? Ah oui, complètement. Complètement. C'est peut-être ça qui m'a... Tu vois, c'est un des appels de ma tante que j'avais eu quand j'étais en France et que je me plaignais auprès d'elle, qui avait, en l'occurrence, elle, qui a porté la responsabilité du mariage, qui m'a emmenée jusqu'à la présentation de ce gars, enfin tout ça. Et je me suis dit, je vais me confier à elle, en fait. Et en fait, au téléphone, elle m'a dit, tu sais, tu feras comme tout le monde, tu vas te taire. Hein. Oh. Ok. Donc, en fait, tu as été là pour bouffer le mariage, enfin, bouffer à mon mariage, prendre l'argent, avoir la reconnaissance de mon père, parce que c'est ce que tu recherchais quelque part, qui disent que tu es la meilleure, t'as fait marier ma fille. Et en fait, quand moi, j'ai besoin de toi, je me confie à toi en disant, là, c'est dur ce qui se passe, le gars, il veut pas de moi, il faut qu'on fasse quelque chose. Écoute, tais-toi et tu feras comme tout le monde. Tu crois que nos maris voulaient de nous? Ah, ok. Bon, écoute. Mais là, justement, tu soulèves un point. Imagine que cet homme-là, en fait, aurait voulu de toi. Ton destin n'est pas le même. Non, clairement. Ah non, c'est encore autre chose. S'il avait voulu de moi, je serais peut-être aujourd'hui 2 enfants, 3 enfants, voire 4. Ou pas d'enfants, enfin, la vie c'est. Mais malheureuse, je pense. Parce que l'essence même de ce mariage était faux. Il était pour quelqu'un d'autre. Quand tu fais les choses pour quelqu'un d'autre et que tu ne les fais pas pour toi, à un moment donné, t'es malheureux. Et donc, c'était sûr que j'aurais été malheureuse. Par contre, même si peut-être que finalement j'aurais fini par l'aimer, ce mec, j'aurais peut-être fini par tomber amoureuse et me faire à l'idée que c'est mon mari et que c'est comme ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont venues me parler et qui m'ont dit, tu sais, j'aime mon mari, il n'y a pas de souci. Mais je pense que l'amour,
elles ont eu qu'une vision de l'amour. Elles ont eu qu'une seule définition. Elle me dit, par contre, j'ai jamais vécu les papillons dans le ventre. Je sais pas ce que c'est que d'avoir des papillons dans le ventre. J'aime mon mari, quoi. J'aime mon mari parce que c'est le père de mes enfants et que mon père m'a mariée à lui et qu'à un moment donné, il va bien falloir que je l'aime, quoi. Mais au fond, tu sais qu'elles sont malheureuses parce qu'elles n'ont pas vécu le... Ouais, mais elles peuvent pas le dire. Non. Et de toute façon, est-ce qu'elles savent qu'est-ce qu'est l'amour véritable? Et c'est ça que je te dis. C'est qu'elles ont vécu, elles connaissent une autre forme d'amour. Un amour peut-être de confort ou... Je sais pas. Non, pas de confort. Un amour de désespérance. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme ça. On subit la situation. Voilà, on subit, donc... et ça se trouve, elles l'aiment pas, hein, mais pour s'avouer elles-mêmes ou se convaincre d'elles-mêmes qu'elles ont droit à l'amour et qu'elles aussi, elles sont amoureuses. Tu sais, il y en a, ma mère, elle a connu un seul homme de toute sa vie. Toute sa vie, elle a connu un seul homme. Genre, moi, ça me paraît fou, tu vois. Mais fou. Je me dis, mais waouh, quoi. Et tout ça sans l'aimer. Sans avoir jamais de papillon, sans connaître ces moments non, c'est ouf. C'est ouf. Mais ça se fait. C'est comme ça que ça s'est fait avant, donc ça se fait. Mais je veux juste que ça s'arrête, moi. Je veux juste que les gens aient plus à subir ça parce que ça ne matche plus avec notre ère. Ça ne matche plus avec maintenant. Il y en a qui disent, tu sais, t'as la team, on est en 2025, il faut évoluer. C'est vrai, moi je fais partie de cette team-là. Faut faire attention parce qu'il y a aussi des valeurs et des principes qui se perdent. C'est pas parce qu'on est en 2025 qu'il faut oublier qu'il y a des valeurs et des principes. Mais dans l'autre sens, il y en a qui veulent pas évoluer. Il y en a qui veulent pas évoluer. Les gars, faut évoluer aussi. À un moment donné, faut aussi vivre avec... faut voir, faut accepter que, oui, il y a une évolution, il y a des choses qui changent. Et il y en a, ils restent bloqués. Mon père, il reste bloqué à l'ère, tu vois, au temps de l'époque, quoi. Et il veut pas évoluer. Et du coup, mon père, je l'appelle le gars perdu dans l'espace. Mon père, il est perdu dans l'espace. C'est-à-dire que quand il va au Pakistan, le Pakistan a évolué. Je te promets, hein, la mentalité au Pakistan même, elle a commencé à évoluer. En France, il a pas voulu s'adapter à la mentalité française. Et du coup, il est entre les deux. Donc quand il va là-bas, il est incompris. Et quand il est ici, il est incompris. Donc en fait, je l'appelle l'homme de l'espace. Genre, mon père, il divague comme ça, il vole, le pauvre, tu vois. Et en fait, il n'a pas de repère. Son seul repère, c'est lui et ses valeurs et principes qui, lui parlent. Seul tout, le gars. Tu vois? Ça fait mal. Ça fait mal pour lui. Moi, je l'aime, ça fait mal pour lui. Ouais, non, mais de toute façon, tu dis que t'aimes fort ton papa et bon, c'est parce que voilà, il y a des incompréhensions qui font que, mais ça fait partie de l'amour aussi, des incompréhensions Bien sûr. de famille. Et justement, je vais revenir sur des petites choses que tu as dit dans ton livre. Au moment où tu parles de spiritualité quand tu es un peu plus jeune, tu dis que voilà, à un moment donné, tu t'es cherché et que finalement, tu as trouvé ta spiritualité. Et juste avant ça, je crois que tu avais essayé 2 fois de t'ôter la vie. Mm. Et ça, c'était dû à la souffrance que tu avais eue par rapport à ta famille. C'était... Alors, les 2 fois, ça a été avant le mariage, hein, par contre. Hein. Parce que j'avais une vie terrible déjà même avant le mariage. Le mariage a été la goutte d'eau et la conséquence de tout ça, en fait. Mais mon père m'a fait vivre un calvaire depuis l'enfance, hein, de toute façon. Donc oui, en fait, j'ai pas eu d'enfance. J'ai pas eu d'adolescence, j'ai pas... À l'adolescence, je travaillais à l'épicerie, Voilà, au restaurant. Ouais. Et à l'enfance, j'ai vu ma mère se faire frapper. Donc, à partir du moment où tu vois un de tes 2 parents souffrir, pour moi, l'enfance est gâchée. Pour moi, l'enfance est gâchée, clairement. Et alors que tu peux me dire, oui, mais t'as mangé à ta faim. Ouais. Tu t'allais chez le médecin quand t'étais malade. Ouais, je crois, oui, ma mère m'emmenait, ouais. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'équilibre. C'est là. C'est bien beau, hein, c'est bien. Hein, non, mais c'est vrai, hein, je suis reconnaissante envers la vie. Je toujours, bien sûr, j'ai toujours eu le ventre plein. On n'a jamais dormi le ventre vide. Et Dieu merci. Enfin, vraiment, Mais par contre, une enfance gâchée, c'est une enfance quand tu vois ta mère se faire frapper ou tu vois ton père gueuler toutes les 2 secondes parce que il est pas content de telle ou telle chose. Tu vois ton grand frère, ce frère marave, pisser le sang parce qu'il a pas accepté une décision de mon père. Enfin, non, c'est une enfance gâchée, ouais.
Parce que dans le passage, tu dis, j'ai trouvé en Dieu le moyen de me confier. J'ai beaucoup pleuré, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la religion et le bien-être qu'elle me procurait. Ouais, Ma spiritualité est devenue d'ailleurs cette corde qui me rattache à la vie. ouais, Je me suis senti si perdu dans mon existence et si seul que j'ai voulu mettre fin à mes jours par 2 fois. ouais, Ma relation avec Dieu m'a permis chaque fois de me relever, de décider de faire une tentative de vie. ouais, Belle formule, tentative de vie. ouais. J'ai alors compris que, même si on a parfois l'impression que tout est perdu, Dieu voit la souffrance, même si les autres s'en détournent. Dieu est mon meilleur confident, mon meilleur ami, en lui, je peux toujours me réfugier. C'est ça. Ouais, j'ai voulu revenir par rapport à ça. Et là, même en parlant de foi et de caractère, t'es aussi hypersensible. Oh là là, tu vois, là, tu pars, j'ai les larmes qui montent. Et j'ai des frissons là, ouais, ouais, ouais. Grande hypersensible. Tu t'en es rendu compte à quel moment? Je sais pas. Je sais pas, Enfin, j'ai pas de. concrètement, parce que tu l'as toujours été, mais concrètement. Parce que l'hypersensibilité, c'est l'hyper-empathie, je crois. C'est le fait d'être d'avoir plus d'émotions que la normale, de ressentir plus les choses. Je pense que je m'en suis rendu compte à. Trop enthousiaste, trop en colère, trop triste. Ouais, tout est trop. Tout est trop. Tout. C'est les émotions qui sont fois 10. Tout est trop. Je pense que je m'en suis rendu compte en fréquentant les gens et que moi, un rien me pouvait me mettre dans des états, entre guillemets, extrêmes. Mais pour moi, c'était pas extrême parce que moi, je vivais juste mes émotions. Mais pour eux, par rapport à eux, et c'est quand des gens de mon entourage me faisaient comprendre que c'était un peu too much là. Et que eux, je les voyais pas réagir de la même manière que moi. Je disais, mais je suis pas normale en fait. Et en fait, c'est avec le temps. Et tu sais, à un moment donné, c'est comme quand il y a eu l'ère des pervers narcissiques, après il y a eu l'ère de. Enfin, il y a une ère où on a commencé à parler de l'hypersensibilité et que j'ai dit, oh, ça me parle ça. Et du coup, quand il y a des gens qui ont commencé à prendre la parole sur les réseaux, sur Internet, sur ça, ça m'a intéressée. Et je me suis tout de suite mis dans des bouquins en allant apprendre ce que c'était et je me suis tellement reconnue. Et j'ai dit, oui, c'est moi. C'est Parce que totalement c'est à moi. l'âge de 27 ans, tu as commencé à mettre le mot hypersensibilité sur tout ce que tu vivais. C'est ça. Et tu dis que comprendre que j'étais différente m'a permis de me libérer. J'ai découvert que je n'étais pas seul dans ce cas-là, que d'autres personnes partageaient ces mêmes impressions. Mm. J'ai fini par accepter d'être moi, d'être ému plus vite que les autres, de m'émerveiller pour un rien, de devoir éviter la foule, d'accueillir la fatigue et l'angoisse. Aujourd'hui, je sais que mon hypersensibilité est un don du ciel que je sais exploiter, qui me sert au quotidien, parce que je suis parvenu à l'apprivoiser, à vivre en harmonie avec elle. Tout à Parce que fait. toi, tu l'as apprivoisé. Il y en Tout a à qui n'ont pas encore réussi à contrôler Non. ça, Mm. parce que c'est assez compliqué. Et il y a aussi une partie qui m'a plu, parce que je te le disais en off, j'avais anticipé ça. C'est que lorsqu'on lit ton livre, tu le dis par moments que ouais, t'aimes ton père malgré ce que t'as subi, vécu. Et à un moment donné, tu décides courageusement, parce qu'il faut le dire, c'est pas tout le monde qui le fait, d'aller voir un thérapeute. Et juste avant ça, c'est parce que t'étais avec un homme et c'était pas trop ça, visiblement, la relation. Et lui te dit directement d'emblée, cela suffit avec les hommes. Afshan, vous êtes à la recherche de l'amour d'un père et vous donnez votre confiance à n'importe qui. Et franchement, moi, je l'avais vu, tu vois. Avec lui, je comprends que j'ai fait une dépression nerveuse. Je découvre que je cherche mon père à travers mon petit ami. Je veux que ce dernier soigne les blessures laissées par cette relation toxique avec ton papa. Je m'en dis sa reconnaissance. Or, il ne faut jamais attendre de son conjoint qu'il soigne les blessures de notre enfance. Ce qui est vrai. Et en fait, moi, je me suis dit, conclusion, t'as été mal aimé. Complètement. T'as été mal aimé, carence affective, forcément, carence. Tu vas chercher ce manque chez autrui. Mais ce autrui ne te donne pas ce que tu veux parce qu'il ne te donnera jamais ce que toi tu recherches. Et il n'a pas à me le donner. Ouais. Il n'a pas à me le donner. C'est pas aux autres de combler un manque. Les autres doivent t'apporter un plus, pas un manque. Ils doivent pas combler un manque. On est là pour combler le manque de personne. On est censé être responsable de nos vies, même si j'ai pas demandé à avoir cette vie-là, il y a pas de souci, mais quelque part c'est la mienne. Donc c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Donc c'est à moi de porter mes responsabilités, c'est à moi d'aller de pas toute ma vie passer pour la victime et faire la victime toute ma vie et me dire écoute, je vais pas aller soigner mes traumas et puis c'est comme ça que vous m'acceptez et puis c'est non, en fait, pas du tout. Celui qui pense que c'est comme ça qu'il va y arriver, il va enchaîner le même schéma toute sa vie.
Et il sera dans un système d'auto-sabotage perpétuel, en fait. Et ça, c'est non, en fait. C'est non. On se doit de se soigner, on se doit d'aller se faire aider, on se doit de faire une introspection et de ne surtout pas remettre sur l'autre la faute de sa maladresse ou d'un manquement ou quoi. Parce que l'erreur vient de nous. Parce que, est-ce que tu penses que cette hypersensibilité-là a joué justement sur le fait aussi d'aller chercher ce manque chez autrui? Non. Non? Non, elle n'a pas de... Hypersensibilité n'a pas de... Elle n'agit pas dans ces moments-là, non. L'hypersensibilité, c'est vraiment la gestion des émotions. Alors non, pas la gestion, le ressenti des émotions. L'hypersensibilité, c'est pas... Elle n'a pas... Non, elle n'a pas un impact sur ça. C'est surtout comment on gère l'intensité des émotions. L'hypersensibilité, c'est juste ça. Très, très bien. Mais justement, là, je vais parler du rapport que tu as justement avec tes frères et sœurs aujourd'hui. Parce que là, le livre date d'il y a 2 ans. Quelle évolution depuis 2 ans? Parce que est-ce qu'ils l'ont lu, ton livre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pour finir ou pas, mais pour t'annoncer une belle nouvelle, oui, nous sommes de nouveau en contact. Magnifique. Ouais. Très, très, très récemment. Ah, c'est bien, moi je suis content. Parce que quand on lit ton livre et qu'on voit que, surtout tu parles de ta sœur Nida avec qui tu dis que tu es extrêmement proche et que finalement il n'y a pas de relation parce que, voilà, ça touche. Ouais. Tu vois, en tant que lecteur, en tant qu'être humain, en tant que frère, quand on a des sœurs, etc. Ouais, c'est... on prône l'unité, Bien sûr. même si voilà, il peut y avoir des problèmes. Et là, finalement, le fait de voir que toi, tu es seul et que tu as fait beaucoup pour eux, et que finalement, tu es incomprise toi aussi, ça fait mal, quoi, tu vois. Ouais. Ça se finit pas sur une note positive, mais là, en fait, le fait que tu me dis ça me fait plaisir. Ouais. En fait, c'est quand j'ai lâché prise. C'est-à-dire que quand j'ai lâché prise, où j'ai pendant longtemps essayé de lutter en essayant de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi? Et en fait, si j'ai un incroyable conseil à donner, quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à avoir de réponse, le meilleur moyen d'avoir une réponse, c'est de lâcher prise. C'est très puissant ce que je dis, mais j'ai œuvré et je suis vraiment témoin de ça. Quand on lâche prise, chaque chose en son temps et chaque chose vient vraiment au moment où il faut et comme il faut. Et toutes ces années où je suis restée à cran, à essayer de comprendre, il y a une énergie qui ne se lâchait pas. Et pendant 3 ans, j'ai lâché prise. Alors oui, il y a eu du silence, il y a eu de l'absence, il y a eu ils ont vécu des choses sans moi, j'ai vécu des choses sans eux. Il y a eu peut-être même de la haine, il y a eu tout ça à distance. Mais je pense que le lâcher prise les a fait revenir. Et il leur a permis à eux de... Tu vois? Et en même temps, je te disais tout à l'heure, au début de l'interview, il fallait aussi qu'ils fassent leur travail. Tu vois, leur maturité. Tu disais qu'ils étaient jeunes et tout. Voilà, ils étaient jeunes au moment où, tu vois. Donc, c'est aussi laisser le temps au temps. Bien sûr. Et respecter l'évolution de chacun. Moi, c'est là où j'ai été triste, c'est qu'on n'a pas respecté mon évolution. Et aujourd'hui, je ne leur laisse plus le choix. Ils savent très bien qu'ils n'auront plus rien à dire sur ma vie. Du haut de mes 33 ans, femme accomplie, qu'est-ce que tu veux dire à une femme comme moi maintenant? C'est plus possible. Mais... voilà, maintenant j'espère juste d'une fraternité très apaisée, calme, dans l'amour, dans le respect. Et on se doit rien, juste de l'amour et du partage. Mais c'est vers ça que je vais tendre. Et en même temps, je reste leur grande sœur. Non, en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Je suis content. C'est une bonne nouvelle. C'est très récent. Hein. Ouais, donc, mais tant mieux. On en reparle dans 1 an. Mais c'est très récent. C'est des choses qui illuminent une journée, tu vois. Non, ouais. ça fait plaisir. En tout cas, par rapport à ton livre, justement, quels ont été les retours? Je pense que, en tout cas, à mon avis, je pense qu'il y a des gens qui ont dû t'envoyer beaucoup de messages positifs, mais il y a des gens qui ont dû dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais. Même pas? Jamais. Ceux-là, ils lisent pas les livres. Parce que, en fait, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je me dis, quand tu expliques
justement, le fait que tu sois pakistanaise, libre, etc., forcément, tu as des gens, ils vont se dire, ouais, mais non, en fait, elle peut pas entre guillemets. Ah, mais non, j'ai été critiquée pour la sortie de mon bouquin. Ouais. Mais ça, c'est normal. Enfin, ils sont jaloux. Ça, je Mm. m'en fiche. Mais la lecture, elle n'a jamais été critiquée dans le négatif. J'ai jamais reçu ok. quelqu'un qui m'a écrit quelque chose de négatif après la lecture de mon livre. Jamais. Ah non, Il y a après, eu par contre, j'ai eu l'entre-deux. J'ai eu des gens qui étaient dubitatifs oui. à mon égard. Ils ont été curieux, ils ont été lire le livre, ils en sont ressortis complètement changés, quoi, en mode, mais ok, d'accord, on se tait. Non, mais en fait, le livre, c'est une exploration de la douleur limite humaine vécue par une femme issue d'une culture où elle n'a pas forcément son mot à dire C'est et ça. finalement qui a réussi à s'affranchir et à s'affirmer. C'est exactement Mais en ça. même temps qui montre tous les traumas que peuvent être engendrés par ce choix que tu as fait. C'est exactement ça. C'est C'est très complet. C'est très, très complet comme livre. c'est vrai, et ça se lit vite. Bah, je te remercie. Vraiment, c'est gros cœur à Claire qui a écrit ce bouquin avec moi, bien évidemment, mais qui a été ma plume. Et c'est sa plume. Hein. Et j'adore. On a fait un très, très beau duo toutes les deux et on a fait un beau bébé, ouais. En tout cas, tu peux être fier de toi, tu peux te féliciter. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à lire ton livre. Et comme vous pouvez voir, hein, beaucoup de post-it. C'est City Édition, ils m'ont marié de force et il est aussi en format poche depuis peu, là Il est d'ailleurs. là, le format poche. C'est celui-là, ouais. Non, en tout cas, tu peux te féliciter. Moi, Merci beaucoup. Non, mais je suis très fière de moi, hein, très fière. Mais pas pour moi, juste de l'impact qu'il a. Ouais, Moi, ouais. Les gens pensent qu'en écrivant un bouquin, on devient riche, nanani, j'ai jamais touché d'argent. Si c'est à refaire, je referai encore parce que il faut dénoncer, il faut aider. Tu sais, il y a des gens, ils naissent, ils souffrent. Ils vivent, ils souffrent. Ils meurent, ils souffrent. Tu comprends ? Je refuse de faire partie de ces gens-là. À un moment donné, je suis née, je pleurais. J'ai vécu une partie de ma vie, j'ai chialé aussi. J'étais, oh, stop. S'il y a un prix à payer pour être le reste de ta vie un minimum heureuse, ouais, je le paye. Ça pourrait être l'autre titre de ton livre, hein, le prix à payer finalement. Ouais, aussi. De toute façon, j'en suis pas à mon dernier. Hein. j'ai tellement une vie qui fait ça que j'ai toujours plein de trucs à raconter, hein, disais. Et justement, donc tu as eu des retours, tu as eu des gens justement qui m'ont expliqué avoir vécu la même chose. Je pense que tu leur as donné quand même de la force avec ce livre-là et ton histoire. Et c'est très bien, tu vois, finalement. Des fois, on pense qu'on n'impacte pas les gens, mais tu sais, quand tu impactes une seule personne déjà. Mais c'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà énorme. Je t'ai dit, je vis pour aider les autres. Je fais tout ça, faut pas croire, hein, je vis toujours j'ai pas acheté un yacht depuis. Je te dis ça parce que je fais un peu référence aux commentaires que je reçois. Salace, où ils pensent qu'en dénonçant des faits comme ça, en dénonçant des familles toxiques, en dénonçant un papa toxique ou une culture avec ses atouts toxiques, ils croient qu'on devient riche en fait. Mais les gars, à un moment donné, on a le droit de prendre la parole ou pas sur un truc qui est injuste. C'est injuste ce qui se passe. Et ouais, non, moi je suis là pour aider les autres. Donc du coup, ce qui me travaille, c'est comment te dire, les retours que j'ai eus. Il y a des gens, tu sais, qui ont lu le livre et qui n'ont rien à voir avec mon histoire. Genre qui ont une vie incroyable. Mais ils ont dit, en fait, on l'a lu déjà pour te connaître, pour te soutenir. Mais il suffit d'un mot dans le livre qui va résonner en eux. Parce qu'ils disent, en fait, c'est tellement complet ce que tu as vécu, tellement ouf, que du coup, en fait, ça va forcément parler à chacun d'entre nous sur peut-être 1%, 10%, 20%. Parce que c'est en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que grande sœur, en tant que petite sœur aussi, en tant que franco-pakistanaise, issue de l'immigration, religieuse. Il y a tellement de choses qui fait que papa violent, donc il y a eu de la violence, il y a eu... Mais en fait, on est obligé de s'y retrouver quelque part, en fait, tu vois. Moi, en tout cas, je pense ce qui parle à beaucoup de gens, c'est le fait de subir la volonté d'un père ou d'une mère. Tu vois, ça
c'est au-delà de la culture pakistanaise ou autre. Je pense que ça touche énormément de gens. Tu sais, des gens qui veulent faire des choses, mais qu'on leur dit non parce qu'il y a toujours le quand dira-t-on. Tu vois, toujours cette réputation ou honneur, on dira, tu vois, peu importe. Mais le quand dira-t-on, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc que beaucoup connaissent. Et je pense que quand tu lis le livre, même si t'es pas d'origine pakistanaise ou autre, tu comprends. Ouais. Ah, ça détruit des vies, le regard des autres. La réputation sur la moindre chose, tu vois. Ah, ça détruit des vies. Mm. Ça détruit des vies injustement. Injustement, des fois tu te dis, mais je ne comprends pas. Vraiment, je cherche le sens à ça. Et en fait, vraiment, tu te dis, mais pourquoi elle est morte? C'est Oh, ça. bah parce que... non, mais attendez. Attendez. Vous vous rendez compte qu'on est en train de ôter la vie de quelqu'un? Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, là, la dinguerie du truc. Et en fait, non, il y en a pour... Non, moi, je suis en tout cas, franchement, je réitère mes félicitations. Bah, et merci tout. à toi. Merci Pris un beaucoup de plaisir. continuer à donner aussi la parole. Hein. Merci à vous de permettre encore et encore à aller impacter des gens et ne serait-ce que juste leur dire, vous êtes libres, les gars. Vivez votre vie, en fait. Ouais. Et tant pis s'il faut affronter papa, maman, et tant pis si papa, maman, pendant 2-3 ans, ils vont pas vous parler parce qu'ils vont vous bouder, parce que laissez-leur faire leur travail aussi. Eux aussi, ils ont de la toxicité à soigner. Et c'est pas grave, mais vivez votre vie. Passez pas à côté de votre vie. J'ai eu peur de passer à côté de ma vie, moi. Là, je vis la vie que j'ai envie de vivre. Tu vois? Et il y en a qui n'arrivent pas encore à mon âge de vivre leur vie, quoi. Ça, Et- c'est hors de question. Et justement, là, tu as un peu renoué avec les frères et sœurs. Et quid de ton papa? J'ai aucune nouvelle de lui. Ok. Tu vas toujours voir ta maman? Ouais. Ok. Maman, ouais. Ok. Et là, c'est une question qui me vient. Comment tu te sens aujourd'hui? Ah, je suis bien. Je suis bien. J'ai toujours cette soif de... Je suis toujours assoiffée de me dire que... Bah, qu'il y a des gens qui souffrent et que je peux pas aider tout le monde. Mais sinon, moi, ça va. Moi, ça va très bien. Je suis en paix, alignée avec moi-même. Je vais là où moi j'ai envie d'aller et je subis plus les décisions de qui que ce soit, en fait. Et je souhaite ça à tout le monde. Je souhaite ça à tout le monde de s'endormir la nuit en se disant ok, j'ai mon lot de conneries, mais c'est mes conneries. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est les miennes. Et ouais, bah, c'est les miennes. Et c'est pas, j'ai pas fait des conneries parce que j'ai dû subir la décision de quelqu'un. Tu vois? Le mariage, pourquoi il a été violent pour moi? Parce que finalement, c'était pas ma décision. Exact. J'ai dû accepter la décision de quelqu'un, sous la contrainte. Et du coup, c'est pour ça que t'en souffres. Mais demain, t'es en couple. T'as choisi l'homme avec qui tu veux te marier, ou ton compagnon ou ta compagne, ça se termine. Ouais, tu souffres. Mais au moins, t'en veux à personne. Exactement. Tu dis, bah, c'était mon choix. J'assume. C'est ma connerie, c'est mon lot de conneries. Voilà. Mais quand tu dois mettre la culpabilité sur quelqu'un d'autre, ça fait mal. Hein. Parce que tu peux pas le taper, l'autre. Et toi, tu peux te mettre 2-3 petites baffes, tu vois. Tu te dis, putain, mais t'es con, là, pourquoi tu fais ça et tout. Vas-y, faut pas refaire ça, tu vois. Mais tu peux pas taper les autres, donc tu te dis, voilà, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu lui parles plus. Voilà, c'est tout. Parce que tu te dis, l'autre, elle est trop toxique pour toi. Exact. Ça passe par les relations. Et là, il y a une question qui me vient. Ta relation avec le Pakistan, tu y retournes un petit peu? J'ai prochainement, c'est mon prochain voyage. Ok. Et là-bas, je pense que tu vas aller voir les tantes quand même pas? Non. Ok. Elles ne font plus partie de ma vie. Ok. Il faut savoir prendre des décisions et il faut savoir s'y tenir. Elles ne font plus partie de ma vie. Elles n'ont pas été là dans une partie de ma vie où j'en avais le plus besoin. Elles m'ont lâché et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elles. Il faut le savoir, hein, elles n'ont jamais cherché à reprendre contact avec moi depuis ce divorce-là. Et il est hors de question que je relaisse la place à des gens qui ont été néfastes pour moi. Je manifeste la lumière, les gens honnêtes et dévoués à mon égard, comme moi, je le serais pour eux aussi. Ces gens-là, je ne les veux plus. Quitte à ce que ce soit même le sang, c'est de la famille de sang, j'en ai rien à faire. Donc je n'irai pas les voir, j'irai voir la famille du côté de ma maman, qui finalement, eux, ont aussi subi la situation, mais pas du côté de mon papa. Par contre, j'ai hâte de visiter le Pakistan en long, en large, en travers, en diagonale, en tout ce que tu veux, pardon. J'ai hâte de visiter le Pakistan parce que finalement, quand tu vas au Pakistan, en fait, en tant qu'enfant, tu vas là où tes parents t'emmènent et tu vas où?
va toujours chez les mêmes. La famille, le village, c'est toujours la même chose. Donc en fait, il y a des touristes qui connaissent mieux le Pakistan que moi, quoi. Tu y crois, toi? Non, j'y crois pas. Moi, j'accepte pas ça. Du coup, mon rêve, c'est de passer mon permis moto, parce que je suis une fan des deux roues, et d'être la première femme franco-pakistanaise à faire un road trip au Pakistan en moto. Ok, c'est intéressant. Voilà, ce sera peut-être même ça mon bouquin, tu vois. Ah bah écoute, tu seras la bienvenue si tu veux. Hein. Ouais, avec plaisir. Afshan, ici on a une rubrique lecture. Est-ce que tu aurais 3 livres à recommander peu importe les thématiques, carte blanche, vas-y. Alors tu vas rigoler, mais ça n'a rien à voir avec l'ITV qu'on vient de faire. L'homme vient de Mars, la femme de Vénus. Mhm. Il faut le lire tous les 10 ans. Il faut le renouveler. Un de mes préférés de tout, Saint-Exupéry, Petit Prince. Le Petit Prince, Mhm. merci. C'est voilà. Décide-moi un mouton. Ah ouais, oh mon Dieu. Et pareil, celui-là, il faut le lire tous les 10 ans. Faut que je le lise alors, ça fait Il longtemps. faut le relire. Parce qu'on n'a pas la même vision de la vie. Et tous les 10 ans, notre vision change, on grandit, on mûrit, on rétrécit, ça dépend chacun comment il voit la vie. Mais bref, dans tous les cas, il y a une évolution, tu vois. Et du coup, on lit pas les bouquins, les mots de la même manière. Et les exemples et les messages de vie qu'il y a dans ce livre, ils sont juste exceptionnels. Mhm. Dernier. Et l'autre, c'est les 5 blessures de l'âme Ok. de Lise Bourbon. Ouais. Bon, ouais. Les 5 blessures de l'âme. Exceptionnel. Je Ok. pense que ça nous enlève beaucoup de séances de thérapie avec un psychologue. Tu vois. Genre, tu comprends beaucoup de choses. Voilà. J'étais OK, c'est bon, j'ai compris. Ok, très bien. Voilà. C'est noté. Écoute, la tradition ici, c'est que l'autre il repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Oh, j'adore les cadeaux. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Ah. Tiens, est-ce que tu peux l'ouvrir devant la Bah caméra s'il te plaît? ouais. Mais c'est adorable, par contre, on m'a jamais fait ça. Bah, écoute, Ah non, mais jamais, en fait. Ah non, on adore. Alors là, Alors, nous n'avions pas d'argent, mais nous avions l'amour. Le combat d'une fratrie d'orphelins pour ne pas être séparés. Oh, tu veux m'assassiner? tu peux lire la 4e de couve si tu Tu veux Ouais. m'assassiner? Au beau milieu de la France rurale, 3 enfants grandissent auprès d'un père dévasté par son déclassement et d'une mère héroïque qui n'aura de cesse de leur cacher leur précarité. Mais Roman, l'aîné, comprend tout et décide de s'en sortir en brillant à l'école, exhortant ses 2 sœurs à en faire autant. La mort prématurée de leurs parents met les 2 plus grands jeunes étudiants sans ressources face à un défi: ne pas abandonner leur petite sœur de 13 ans aux services sociaux. Grâce à la générosité d'inconnus, ils parviennent à convaincre la justice de leur confier la tutelle de Yona et à poursuivre leurs études, brisant l'engrenage de la pauvreté. Waouh, Romain Malo, aujourd'hui psychologue, retrace dans ce livre poignant l'histoire d'un combat et d'une promesse faite à leur mère: ne jamais se séparer. Waouh, attends. Parce qu'ils n'ont que l'amour. Un formidable message d'espoir. Nul n'est condamné à son destin social. Là, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Ok, merci. Je t'en prie. Merci infiniment. Ah, il m'en faut peu, hein. Il m'en faut très très peu, moi. Incroyable, exceptionnel. Ah ouais, trop beau. Ça va être lecture du printemps. Ah, écoute, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Ah oui, moi, ça, c'est des... Voilà, je vous le montre. Ça peut peut-être plaire. Non, vraiment, merci Audrey. Non, vraiment, je on t'en m'a prie. jamais fait de gestes comme ça et c'est hyper touchant. Je t'en prie. Et j'ai 2 dernières questions. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Engagée, sincère, dévouée, rigolote. Ouais. Rigolote. Toujours la petite touche de blague. Et écorchée. Écorché? Ouais. Ok. C'est important de le dire. C'est important de l'accepter, de le reconnaître. Parce que beaucoup sont dans le déni de leur souffrance, des traces
qui sont en nous, faut pas l'être. Faut les aimer. Mais écorcher fait partie de mon identité. Je suis une femme accomplie, équilibrée, aimante, mais cette part écorchée en moi fait que j'ai envie d'aller aider les autres constamment. Ça me rappelle à quel point la douleur fait mal, en fait. Et du coup, ça me rappelle à quel point les autres souffrent aussi. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La paix, la liberté, l'équilibre. C'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas. Ah oui, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein. En tout cas, Afshan, merci beaucoup Merci pour à toi, Audrey. tes mots, ta bonne humeur. Merci de nous avoir fait rigoler aussi. Oui, on essaye aussi de mettre toujours un peu d'amour dans tout ça. Et encore bravo pour ton ouvrage. Merci. Et si tu as un prochain ouvrage, t'es la bienvenue. En tout cas, sache-le. Beaucoup. Merci, Donc, merci. Merci à toi. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.